Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode avec une invitée. Aujourd'hui, je suis avec Nouchka. Salut Nouchka. Salut Raph, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel, je suis contente d'être là pour ce podcast. Ah bah en plus, ça faisait un petit moment que je voulais t'inviter, mais t'es pas mal prise, donc du coup, on a prévu ça depuis quand d'ailleurs? Septembre, je crois? J'avoue, je pense qu'on a calé la date depuis presque 6 mois. Je me suis dit, allez, on se cale une date comme ça, c'est sûr, on y va quoi. Ouais, ouais, non mais ça fait vraiment plaisir en tout cas de t'avoir ici, parce que je voulais vraiment parler d'un sujet avec toi qui est un peu ton sujet de spécialisation, on pourrait dire, qui sont les sports d'endurance plutôt, de très longue durée. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de tout ça. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter, un peu parler de ton parcours, pourquoi aussi tu t'es intéressé à ce domaine-là, justement, et quelle est ton expérience dedans? Et bah moi, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nouchka Simic, je suis diététicienne du sport depuis un petit moment maintenant, presque 6 7 ans. Euh, je suis aussi formatrice en nutrition sportive, donc ça fait 4 ans maintenant que je forme les diététiciens qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des sportifs. Pourquoi je me suis spécialisée dans la nutrition sportive et derrière que j'ai proposé des formations? Bah, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des grosses lacunes. Je trouve que les sportifs sont pas très bien accompagnés en France sur leur nutrition, qu'il n'y a pas beaucoup de diététiciens du sport, alors qu'il y a masse de diététiciens, et que après dans la formation, je trouvais que c'était pas incroyable. Moi, pour avoir fait un DU, Hmm. que je citerai pas forcément, mais j'ai pas forcément appris plus de choses que ce que je connaissais déjà, voire même la qualité des contenus, voire de certains intervenants. Bah, j'étais un peu déçue et je me suis dit, putain, si ça, c'est le, le, le top des formations qu'on propose en nutrition sportive en France, il y a peut-être un truc à faire. Parce que moi, quand je suis sortie de là, je me suis dit, bah, je pense que tout le monde n'est pas armé pour avoir, bah, justement, pour avoir tous les outils pour pouvoir accompagner au mieux les sportifs. Donc, ça a vraiment Hmm. été la démarche derrière de créer une formation où je me suis creusé la tête pour me dire, quand tu sors de là, normalement, tu sais prendre un sportif en charge. Donc, il y a des modules théoriques, des études de cas pratiques. Et puis Ouais. après, moi, je reste dispo pour échanger, quoi. Donc, voilà, pour l'aspect professionnel. Après, forcément, je fais pas mal de création de contenu sur les réseaux, principalement Instagram. J'essaye de développer YouTube, comme je t'en parlais. Ouais. Euh, j'organise aussi des stages sport-nutrition depuis 3 ans. Donc, j'ai fait une dizaine de stages où, voilà, sur 4 jours, 3 4 jours, on se regroupe et puis on fait soit du trail, soit du vélo, soit de la rando, et puis on axe ça aussi pas mal autour de la nutrition pour savoir gérer sa nutrition à l'effort, autour de l'effort, etc. J'ai créé ma marque de fringues de sport en 2024 aussi, qui s'appelle Chamois Gang. Donc je suis en train de la développer. J'ai pas mal de produits qui sont dispo, puis on est en train d'en développer d'autres. Et puis à côté, je fais du sport. Alors j'ai fait du sport à plus ou moins haut niveau quand j'étais jeune. Je faisais de l'aviron Ouais. pendant une dizaine d'années. Et puis après, j'ai fait du triathlon longue distance. Et là, ça fait maintenant 3 ans depuis que je vis en montagne que je fais du trail et puis l'hiver du ski. Voilà, je pense que c'est assez concis et explicite comme présentation. Ah ouais, clairement, hein, clairement. Mais et du coup, enfin, parce que plus exactement, ce domaine des sports plutôt d'endurance, c'est vis-à-vis de ton passé dans ces sports-là ou c'est autre chose en soi? Ah, je pense que ça s'est fait naturellement. Déjà, direct après mon diplôme, je me suis tout de suite spécialisée dans le sport. Ouais. Quand j'ai commencé mes études de diète, j'avais pas forcément l'idée de faire de la nutrition sportive. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avoue que c'était pas trop une vocation, la diététique à la base. J'ai fait ça à un moment de ma vie où j'étais un peu paumée. Voilà, j'étais à l'armée, puis j'ai quitté l'armée pour diverses raisons. Et puis, du coup, j'ai commencé des études de diète. Je me suis passionnée pour ça. Et puis en fait, très vite, ma deuxième année, je me suis dit, bon, je vais faire ça parce que moi, je faisais du triathlon dans un club, je Hmm. voyais qu'il pouvait y avoir de la demande. Et en fait, ça s'est un peu fait naturellement, où Hmm. vu que je pratiquais Ok. des sports d'endurance, après, je suis intervenue dans des clubs de triathlon, des clubs de course à pied, etc. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, je dirais que la grande majorité de mon contenu, comme de mes suivis, c'est des sports d'endurance, donc course à pied, triathlon, trail, cyclisme. Ouais. Mais je vois pas que ça. Tu vois, j'ai pas mal de sportifs en ski, ski combiné, Hmm. biathlon, ski de fond. Et puis après, c'est assez varié, hein. J'ai des crossfitters, fitness.
Judo, boxe, basket, golf, voilà, il y a un peu de tout. Donc voilà, mais principalement, ça va être les sports d'endurance et je pense que c'est parce que naturellement, je baigne un peu dans le milieu, quoi. Ouais, ok, je vois. Et justement, ces sports d'endurance, je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que bah, c'est des sports assez spécifiques où il y a des demandes particulières. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des défis nutritionnels pour ces athlètes-là? Et donc, marathoniens, triathlètes, c'est quoi généralement les défis qu'ils ont d'un point de vue nutrition? Ouais, bah, c'est clair que déjà, dans les sports d'endurance, la nutrition, ça va être de plus en plus important à mesure que la distance est de plus en plus longue. Hmm. J'ai envie de dire que tu peux courir un 1500 sans t'alimenter, il va rien se passer. Tu cours un marathon sans t'alimenter, il va t'arriver des bricoles, quoi, tu vois. Même si la nutrition au quotidien reste importante dans les deux, j'estime que le défi est un peu plus grand à mesure que la distance et du coup le temps d'effort s'allonge. Ouais. Et franchement, si je devais retenir un seul défi qui est très peu cité à mon goût et qui pour moi est très important à souligner, c'est le fait de courir ses apports énergétiques. Hmm. Et souvent, j'ai un discours sur les réseaux sociaux où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font les gros yeux en écoutant ce que je dis des fois, parce que je vais justement dire que euh, les sportifs d'endurance ont tendance à pas réussir à couvrir leurs apports et que parfois, c'est souvent plus intéressant de manger plus en quantité, même si on délaisse un petit peu la qualité, que de chercher à tout prix à manger bien en qualité. Voilà, des fruits, des légumes, des Ouais. légumineuses, des aliments complets, etc. Et au final, bah, tu vas pas réussir à couvrir tes cales sur la journée parce que tout simplement, la densité, le volume alimentaire sera trop élevé et tu n'arriveras pas à couvrir tes apports. Et Hmm. les gens sont un peu choqués quand je leur dis ça, mais il faut vraiment garder en tête que la nutrition sportive, c'est une autre discipline de la nutrition pour tout le monde et tu peux pas appliquer les principes que tu donnes à quelqu'un de sédentaire pour un sportif, tu vois. Hmm. Donc vraiment, le plus gros défi, je pense, c'est ça, c'est de couvrir les besoins caloriques. Et puis, alors on commence de plus en plus à en parler. Je pense que les pensées, enfin les idées changent un peu à ce niveau-là, mais tu vois, ça a été pendant longtemps tabou. Dans le sport, tu as beaucoup de TCA, et sans aller jusqu'au TCA, je pense au RED-S, tu vois, donc Ouais. le déficit énergétique chronique qui concerne quand même beaucoup de sportifs. Ça a été posé ce terme-là il y a une petite dizaine d'années, donc tu vois, c'est assez récent quand même, mais Hmm. ça évolue dans le bon sens, je trouve. Mais tout ça pour dire que c'est quand même quelque chose qui, à mon goût, est important. Donc voilà, ça, ce serait le premier gros défi, de couvrir tes besoins, parce qu'à partir du moment où tu couvres tes besoins, tu vas là où tu veux, hein, tu récupères comme il faut, Ouais. donc tu t'entraînes comme il faut, tu progresses comme tu veux, et puis tu te blesses pas, quoi. Voilà. Ouais. Finalement, c'est un peu la pierre angulaire de l'alimentation du sportif d'endurance. Et après, ça va être plus spécifique à ta discipline, sur vraiment l'effort même, réussir à apporter ce qu'il faut d'un point de vue énergétique, glucidique, en micronutriments, etc. Et puis autour de l'entraînement, on va avoir l'occasion d'en parler, je pense. Ouais. Et bah, je suis d'accord avec toi sur le fait déjà de l'énergie. Parce que, bah, enfin, même le triathlon, tu vois, par exemple, c'est super énergivore si on prend un exemple. Et, enfin, je sais pas, les gens, ils s'en rendent pas compte. Parce que, enfin, ça me parle beaucoup ce que tu dis par rapport à la qualité. Ou dans le sens, tu vois, moi, par exemple, même, j'ai quelqu'un en suivi qui est plutôt, tu sais, du style à avoir des grosses dépenses, mais en plus, il a pas beaucoup d'appétit. Et du coup, il était surpris au début parce que je lui disais, mais, enfin, si tu veux manger un kebab, mange un kebab, tu vois. Et il était en mode, mais tu vois, c'est pas diète, nan, nan, nan. Et je lui disais, enfin, je lui expliquais, tu vois. Et il y a vraiment les idées conçues par rapport à ça. Et je pense que c'est important, le point que tu as dit, que ça concerne beaucoup de gens, quoi. Ouais, et puis même, t'as beaucoup de sportifs qui disent, bah, moi, je mange à ma faim, j'ai pas l'impression de me priver ou de pas manger assez. Ouais, mais déjà, le sport, ça peut avoir un effet anorexigène quand tu t'entraînes Mm. beaucoup, à haute intensité. Voilà, on va libérer certaines molécules qui coupent un peu l'appétit. Et puis, ouais, en fait, je donne souvent l'exemple des gens qui font pas de sport, qui ont tendance à surévaluer leurs dépenses et à sous-évaluer leurs apports alimentaires. Le sportif d'endurance, c'est complètement l'inverse, quoi. Il va Mm. sous-estimer ses dépenses énergétiques et surestimer ses apports alimentaires. Et ça peut aller très vite, hein. Niveau apport calorique, c'est pas compliqué d'être à 3 4 000 quand tu fais de dépenses énergétiques quand tu fais des sports d'endurance. Ouais, non, clairement. Et justement, tu as parlé au tout début de ta présentation un petit peu que tu faisais des formations, que tu accompagnais les sportifs, etc. Et tu dirais, toi, pour ces athlètes-là, c'est quoi globalement un peu les bases alimentaires qu'ils doivent avoir en tête, tu vois?
si on devrait un peu les laisser autonomes, euh, tout en restant assez global pour le moment. Après, on parlera plus de la stratégie autour des courses, des événements. Ça serait quoi pour toi les bases qu'il faut avoir vraiment pour ces sportifs? Bah, déjà, je dirais de réussir à couvrir ses apports caloriques, c'est clair, Ouais. de bien répartir ses macronutriments. Donc, dans les sports d'endurance, on sait que les glucides, ça va être très important. Donc, de réussir à avoir assez de glucides, assez de protéines aussi, parce que souvent, les triathlètes, les coureurs pensent que les protes, c'est pour les gars qui font de la muscu et que eux, on s'en fout un peu, alors que non, c'est presque aussi important, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, la fourchette protéines pour les sports d'endurance, on est à 1,2, 1,6 et plus proche de 1,6 quand même si tu t'entraînes beaucoup que d'1,2, quoi. Ouais. Qui finalement n'est pas loin de quand tu fais du fitness ou quoi. Euh, de gérer l'apport en fibres aussi autour des entraînements, notamment, parce Ouais. que les troubles digestifs, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est quand même la cause principale d'abandon sur les courses d'endurance, et c'est en partie dû à l'alimentation. Et là où, encore une fois, chez quelqu'un de lambda, entre guillemets, on va compter d'avoir plus de fibres alimentaires pour la satiété, etc. Mm. Chez les sportifs, il va falloir quand même réguler ça pour éviter les troubles digestifs. Ouais. Ouais. En plus du fait qu'il y a une question de volume alimentaire où tu vas pas réussir à manger assez de calories si tu as trop de fibres. Et puis après, ça va être de réussir à gérer sa nutrition à l'effort. Moi, quand j'ai un sportif en consulte, c'est très rare que j'ai des sportifs sur plusieurs années. Tu vois, le plus que ça va être 3 ans. Ouais. Parce que, ou alors parfois ils reviennent me voir, mais genre 1 ou 2 ans après, parce que j'estime qu'en fait le but c'est pas que tu ailles voir un diète toute ta vie, c'est que tu apprennes les bases, les clés, et qu'en fait tu acquiers des connaissances qui te permettent de te gérer toi-même. Mm. Enfin, c'est un peu mon Ouais, état d'esprit. l'autonomie, ouais. Voilà, je trouve que c'est important. Ouais, je Et suis puis d'accord. c'est tout à fait possible à atteindre, quoi. Alors bien sûr, après tu as toujours des questions un peu spécifiques qui t'empêche pas de retourner voir un diète du sport à un moment donné ou pour préparer une course ou quoi. Ouais. Mais sur les bases, de toute façon, je sais pas si t'es d'accord, mais moi je trouve que la nutrition, ça reste quand même relativement simple. Mm. Quand t'enlèves un peu tous les trucs bullshit et tous les trucs qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas prouvés, ben en fait, c'est limite chiant parce que c'est simple la nutrition. Il y a rien de magique en fait. Ouais, Et là, non. je parle de la nutrition globale. Alors bien sûr, après, ça va être un peu des calculs savants quand tu vas t'intéresser à la nutrition pendant l'effort, mais au quotidien, bah, ça reste basique, quoi. Manger de tout assez, en bonne quantité, bah, rien de miraculeux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que, bah, ce qui est drôle, en fait, c'est que des fois, tu vois, même en. Je sais pas si ça t'arrive, mais des fois en suivi, tu suis presque une personne, en fait, pour un peu la dématrixer de la nutrition. Et en Ouais, vrai, je trouve ah, ça fou, clairement. tu vois. Ah, des fois, moi, ça me rend dingue Des fois, t'as des. Alors, moi, j'ai arrêté ce genre de suivi, mais t'as des gens qui viennent te voir en mode moi, en fait, je sais ce qui marche, je veux juste que vous m'aidiez à faire ça, je veux faire ça, 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 et puis ils te sortent toutes les dingueries que t'entends en nutrition sur les réseaux sociaux. Des fois, il peut y avoir des idées vraiment très préconçues et en fait, tu passes ta vie En fait, c'est un travail perpétuel. Faut vraiment avoir une grande patience, même sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, moi, j'ai toujours l'impression de répéter la même chose, quoi. Je vais m'embêter à faire un post pour vraiment expliquer un truc et puis le lendemain, on va te poser la question sur le même truc. Mais en fait, je pense que les gens sont tellement en fait, tu as tellement accès à l'information facilement sur les réseaux. Et puis, tu vois, moi, j'ai tendance à dire aussi que la nutrition, c'est un domaine qui concerne tout le monde. Mm. Euh, Tu me parles d'astronomie, je suis pas sûre qu'on soit tous calés en astronomie, quoi. Ouais, Parce qu'on s'y ouais. intéresse pas tous. Ça Ouais. nous concerne pas tous dans notre quotidien. Alors que la nutrition, bah, on mange tous. Donc, forcément, après, tout le monde a un peu son mot à dire. Et puis, tout le monde pense qu'à partir du moment où tu t'intéresses un peu au truc, où tu vas lire ou écouter deux, trois trucs, du coup, tu as des connaissances et que ces connaissances, elles sont immuables, quoi. Mm. Donc ouais, c'est parfois un peu compliqué. Mais bon, je pense que c'est un travail à faire quand même parce que sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont tellement pas régulées que encore heureux qu'il y ait des gens qui puissent avoir un peu de visibilité pour essayer de rétablir un peu de vérité. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que on pourra en faire un podcast de 10 heures sur les réseaux sociaux. Clairement, clairement. Et puis le problème, c'est que on est tous un peu pareils, hein. On va aller au plus simple et au plus efficace, hein. Ouais. Donc bon, entre quelqu'un qui va t'expliquer comme moi que l'alimentation c'est pas magique et que c'est limite chiant et que c'est de la patience et c'est juste un équilibre,
c'est quand même plus facile d'aller vers quelqu'un qui va te vendre un truc miracle que personne ne connaît, mais que lui, il connaît et qui est révolutionnaire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, clairement. Et, euh, et justement, tu nous as parlé tout à l'heure des fibres que je trouvais intéressant. Et là, j'avais envie qu'on parle plus de la stratégie justement autour des efforts longs. Donc avant, pendant, après. Et là, on va imaginer que, je sais pas, tu as un athlète que tu suis qui va faire marathon, par exemple. Et du coup, quelle est globalement ta stratégie que tu vas mettre en place avec lui pour déjà préparer les jours précédant la course? C'est marrant, tu me parles de marathon parce qu'on est en plein dedans, là. Marathon de Paris et tout. En Ah ce ouais, moment, je parle que marathon. Ouais, ouais. Je fais des conférences marathon, on bref, peut full changer de marathon. sport si t'en as marre. Non, c'est très bien. Bah, justement, je pense que si ça revient souvent, c'est que les gens sont demandeurs, quoi, tu vois. Ouais, Euh, bah, alors, pour essayer de faire simple et concis, déjà, m- moi, je conseille de rien changer jusqu'à 3 jours avant la course. ok. Tu vois, souvent les gens se questionnent un peu, par exemple, sur le régime dissocié scandinave, donc Hmm, qui est un régime où de J-7 à J-4, tu réduis fortement les glucides pour vider les réserves en glycogène, et de J-3 à J-1, tu réaugmentes fortement les glucides pour faire une surcompensation ouais. de tes réserves en glycogène. En somme, quand tu regardes un peu ce qui se passe, t'as pas de grosses différences le stockage du glycogène entre faire une décharge ou ne pas en faire. Et en plus, même s'il y a un petit avantage à en faire une, je trouve que le risque, il est quand même important dans le Hmm, sens où quelqu'un qui prépare un marathon, tu vois, on est là-dedans, il a quand même ouais. l'habitude de consommer assez de glucides. Pendant 3 jours, tu lui enlèves les glucides, il va pas être serein, quoi. Surtout la semaine de la course. Moi, je trouve que c'est quand même une semaine où on doit quand même avoir des bases assez solides Ouais. et essayer de rester sur quelque chose qui nous rassure pour pas arriver stressé le jour de la course. Et moi, j'ai déjà vu des cas où, bah, du coup, t'as plus d'énergie, t'es stressé, t'es fatigué, du coup, tu dors mal parce que ton corps est pas adapté à ne pas tourner aux glucides. Et puis, Hmm, du coup, ça te met complètement dans un mood qui n'est pas bon. Et t'en as d'autres et t'as pas mal de sportifs de haut niveau d'ailleurs qui pratiquent le régime dissocié scandinave. Ça leur convient très bien, ils ont de très bons résultats, ils performent bien comme ça. Et ben moi, ces sportifs-là, je vais leur dire de rien changer parce que je trouve que le pouvoir des habitudes, il est hyper fort ouais. et que parfois, si tu as une habitude que par définition tu as l'habitude de faire et qui n'est pas néfaste, ça sert à rien de la changer, quoi. Hmm, Clairement. Tu vois, parfois il y a des trucs qui sont pas optimales dans l'alimentation de certains sportifs que j'ai en consulte. Franchement, si ça fait partie de leur routine, de leur rituel et que c'est pas dangereux, je vois pas l'intérêt de le supprimer. ouais. Donc voilà, c'était pour faire un petit aparté sur le régime DCC scandinave parce que j'ai souvent la question. Mais globalement, jusqu'à J-3, on change rien. Et après, bah, à J-3, on va essayer d'augmenter un peu les réserves, enfin, les apports en glucides pour augmenter ces fameuses réserves de glycogène. Donc, je rappelle les réserves de glucose qu'on a dans le muscle et le foie. Hmm, En général, on a à peu près 400-500 grammes dans les muscles, 100-150 grammes, plutôt 100 que 150 grammes de glycogène dans le foie. Et le but, c'est d'augmenter un peu les réserves en glycogène pour avoir plus d'énergie dispo à l'effort. Parce ouais. que, en gros, sur une intensité à peu près marathon, si, imaginons qu'on s'alimente pas avec des réserves normales de glycogène, bah, ça te permet de tenir l'effort sur à peu près 1 heure et demie. Ok. Donc après, quand tu t'alimentes un petit peu plus, mais tu vois, ce fameux mur du marathon, là, Ouais. bah, les gens ne savent pas forcément, mais c'est en grande partie, ça a en grande partie une origine énergétique. À un moment Hmm, donné, tes réserves en glycogène vont être épuisées. Les glucides, ça va te permettre de te fournir l'énergie plus rapidement, donc de maintenir une plus haute intensité. Donc forcément, si tu n'as plus de glycogène, tu vas devoir diminuer ton intensité. Et là, ce fameux mur, c'est ça, quoi. ouais. Donc, augmenter les apports en glucides. Voilà, globalement, on passe de à peu près 50% à 65-70% de glucides, Ok. ce qui induit de réduire derrière les lipides, parce que le but, c'est pas de surconsommer au niveau calorique, c'est juste de surconsommer au niveau glucidique. Hmm, Donc, on va réduire un peu les lipides, passer à 20% de lipides contre 30-35 à peu près. Et puis, en même temps, le fait de réduire les lipides, ça permettre d'augmenter le confort digestif parce que les graisses sont un peu plus difficiles à digérer que les protéines ou les glucides. Donc voilà, on va préserver le confort digestif. Pour les fibres alimentaires, le fait de les réduire avant l'effort, alors sur le timing
à partir de quand on réduit, moi, ça va dépendre de la personne que j'ai en face de moi, si elle est Ouais. sensible sur le plan digestif, etc. Certaines personnes, tu peux leur faire réduire juste la veille, et puis 2 jours avant, elles peuvent manger des crudités, des fruits, ça change rien. Et puis d'autres qui ont déjà une prévalence pour les troubles digestifs, que ce soit au quotidien ou à l'effort, bah là, on va réduire 3 jours avant, comme ça, on prend pas de risque. Hmm. Et donc, on va essayer de limiter les légumes crus, les légumes cuits, on peut, les fruits, surtout s'ils sont pas très mûrs ou riches en fibres, les légumineuses, genre lentilles, pois chiches, haricots rouges, Ouais. les graines oléagineuses, voilà. Une fois que tu as fait ça, bah, tu réduis un peu tout ce qui va être irritant, tu vois, les épices en excès, Hmm. peut-être potentiellement le café, la caféine, si t'es sensible. Euh, et puis, tu t'hydrates bien sans te surhydrater. Et franchement, si tu fais déjà ça, t'es bien, quoi, Ok. à mon avis, Ouais, non, non, sur mais les 3 jours avant. ça me paraît bien aussi, dit comme ça. Pas besoin de commencer à te prendre des compléments de spiruline ou je sais pas quoi Ouais, avant parce la que t'as course. ces cas-là, toi, il y en a, ils te sortent plein de compléments. Mais ouais, t'as des boissons pré-marathon à base de spiruline et tout. Je te jure, hein. T'en as qui se font ça. En plus, c'est dégueulasse. Tu bois ton litre de spiruline là, dans la journée. Ouais, la Non, non, spiruline. ça. On en a parlé je ne sais combien de fois par message de la spiruline déjà. Ouais, mais c'est plus riche. Ou alors, tu sais, il y a une. Je pense que tu as vu passer ça aussi, tu sais, les gens qui disaient qu'il y avait plus de protéines dans les brocolis que dans le bœuf. Ah ouais, j'ai déjà vu passer ça, ouais. Non, mais spiruline. Et puis quand tu t'attaques à la spiruline, oulala, attention, hein. Ah ouais, Franchement, faut se préparer, hein. J'en ai fait deux et puis, podcasts entiers, moi, pour répondre à l'attaque. et puis t'as beau être armé, c'est limite une religion. Donc les gens veulent rien entendre, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, tu as établi ta stratégie avant la course. Donc là, ça y est, l'athlète, il se prépare à courir. Et du coup, tu lui Ouais. conseilles quoi, justement, durant l'effort? Parce qu'en plus, tu nous as dit au début du podcast que 1500 mètres, on pouvait les courir sans manger, mais le marathon, on pouvait pas. Pas forcément, ouais, exactement. Et alors, je rajoute juste un truc Ouais, pour dis-moi. justifier un peu mon propos là d'avant. Quand je dis qu'il faut consommer plus de glucides à partir de J-3 de la course, Ouais. c'est pourquoi en fait, et pourquoi on le fait pas juste la veille, c'est parce que nos réserves en glycogène, elles mettent à peu près 24 à 48 heures à se synthétiser. Hmm. Donc, on s'y prend un petit peu avant pour pouvoir augmenter les réserves en glycogène. Le fait de prendre un gros repas la veille riche en glucides, ça va rien changer en somme. Ça va juste faire que on va mal dormir, on va avoir le sommeil perturbé. Donc voilà, globalement, le repas de la veille, il est normal. Moi, j'ai déjà eu des sportifs qui me disent, ouais, moi, la veille et le matin de la course, je consomme 1500 cales, comme ça, j'ai plein d'énergie et tout. Ouais, bah, mon gars, tu vas juste avoir mal au ventre et Donc, pas donc, dormir la donc veille, les quoi. pastas parties ultra caloriques, tu es contre? Ouais, je suis contre parce qu'en plus, les pasta parties, c'est souvent genre de la carbo, donc Ouais, ouais, ouais. gras, ou de la bolo, donc viande rouge. Et la viande rouge, on sait que c'est digéré quand même plus lentement. Moi, en veille de course, je vais quand même recommander de limiter un peu la viande rouge pour Hmm. pouvoir avoir un bon sommeil. Donc ouais, je suis pas trop fan des pasta parties organisées. Ok. Non, mais c'est bon à savoir. Après la course, tu peux y aller, mais. Ouais. Euh, Et pendant la course, pendant le marathon, alors bah déjà, si on parle du petit-déj un petit peu, parce que c'est souvent la question, Ouais. euh, la règle des 3 4 heures, etc. Alors moi, je la relativise vachement cette règle parce que ça va vraiment dépendre de ce que tu manges. Par exemple, moi et les athlètes que je suis, quasiment tous, on va tous consommer mon gâteau au yaourt, ma petite recette de gâteau au yaourt qu'on prend 1 heure et demie avant. Ouais. Et ça permet d'économiser du temps de sommeil. Et vu que c'est un peu plus digeste que de prendre un repas complet où tu vas avoir plus de fibres, etc., bah, c'est digéré plus rapidement. Donc en fait, tu peux te permettre de le manger 1 heure et demie, 2 heures avant et pas 3 4 heures. Ok. Donc en fait, le timing de prise avant le départ, ça va vraiment dépendre de ce que vous consommez. Si tu manges des flocons d'avoine avec un fruit le matin, une source de protéines, Ouais. etc., ça va être digéré beaucoup plus lentement que si tu te prends une tranche de banane, enfin, du banana bread ou typiquement du gâteau yaourt, quoi. Hmm. Donc ça va dépendre vraiment de ça. Et moi, je trouve que quand tu as un départ de marathon, souvent c'est entre 8 et 9 heures. Euh, Si tu manges 3 4 heures avant, ça te fait le lever tôt quand même. Ouais. Et c'est pas mal d'économiser un peu de sommeil. Donc voilà pour le petit-déj. Après, bah, pareil, le petit-déj, faut le tester avant les sorties longues, quoi. C'est un peu comme tes baskets. C'est con, je dis ça souvent, mais c'est vrai, quoi. Ton petit-déj, tu vas être sûr que ça passe bien, tu l'as testé avant une séance type marathon, et puis voilà. Autre exemple, ça peut être, et là, ça peut être encore plus proche du début de l'effort. Tu vois, tu as certaines marques qui proposent des crèmes énergétiques
Ouais. pré-sport, et ça peut être bien typiquement chez les personnes qui n'ont pas faim le matin ou qui ont un peu l'appétit coupé avant le départ, ou les personnes qui normalement ne mangent pas le matin. Ouais. Ça peut être bien de faire ça, quoi. Pour ta course, pour ton marathon, je dirais que ça va dépendre de quel est ton objectif. Est-ce que tu veux être un finisher? Est-ce que tu veux faire un temps? Et si oui, quel temps? Et qu'est-ce que tu aimes consommer aussi? Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule stratégie marathon, il y en a autant que de personnes. Hmm. Déjà, je dirais que, tu vois, au niveau de l'apport en glucides, quelqu'un qui veut juste être finisher, entre guillemets, qui le fait en plus de 3h30 ou 4h, Ouais. si déjà tu arrives à être à 60 grammes de glucides par heure, c'est beau, quoi. Ok. C'est déjà bien. Plus tu vas courir vite, plus tu es en mesure de maintenir une intensité élevée également, et donc plus tu vas consommer de glucides, et donc plus c'est bien de se rapprocher des 90 grammes de glucides par heure. Hmm. Et c'est là où ça peut être compliqué niveau qu'est-ce que je consomme? Ouais. Parce que quand tu es un sportif entre guillemets débutant ou qui fait son premier marathon et qui du coup son objectif c'est juste de le finir, bah, tu peux te permettre de prendre un sac d'hydratation avec tes flasques, tu mets de la boisson isotonique et puis après tu as juste à compléter avec des gels ou quoi Hmm. et c'est plus simple. Après quand tu as envie de courir léger, du coup bah, la boisson iso c'est limité. Ouais. Tu vas te contenter d'eau au ravito, ou alors tu peux aussi avoir une assistance à côté qui tous les 5 km te file une gourde avec une boisson iso, et puis après il va falloir choisir des aliments qui t'apportent assez de glucides. Hmm. Typiquement, bah, les gels, ça peut aller de 15 grammes de glucides à 90, quoi. Donc, faut vraiment regarder. Moi, en général, je conseille pas d'avoir des gels à moins de 20-25 grammes parce que sinon, il va falloir en bouffer beaucoup des gels. Mais Ouais. imaginons qu'on parte sur une stratégie à 60 grammes de glucides par heure. Si tu as par exemple une boisson d'effort où dans 500 millilitres, tu as 35 grammes de glucides, Mhm. tu as juste par heure à consommer une flasque de boisson d'effort plus un gel à 25 grammes. Et Ouais. tu seras à 60 grammes. Si tu décides de courir léger sans tes flasques de boisson iso, pour être à 60 grammes, bah, tu consommes deux gels de 30 grammes. Voilà. Finalement, c'est pas trop compliqué. C'est juste que pour quelqu'un qui a pas trop de notions en nutrition sportive et pour qui ça lui parle pas trop, les grammages en glucides, etc., à un moment donné, il va falloir prendre une feuille, se poser, regarder tes produits de nutrition, Ouais. décider enfin, ce que tu veux prendre sur toi aussi. Autre truc qui peut être bien, c'est de regarder, et moi je le conseille souvent, peu importe la discipline en endurance, c'est de regarder les partenaires nutrition de la course. Ok. Exemple, là sur le marathon de Paris, je crois que c'est Ta Énergie le partenaire. Donc, tu sais qu'il va y avoir des gels, des gommes, et du coup, tu peux t'entraîner avec déjà pour voir si t'aimes bien, Ouais. et peut-être partir plus léger en te disant que sur les ravitaux, tu vas prendre ça. Si t'as pas Ok. envie de t'arrêter au ravito parce que tu perds un peu de temps, bah, dans ce cas, tu prends sur toi et on s'en fiche un peu du partenaire Nutri. Ouais. Mais voilà, ça peut être une astuce, quoi. Le tout, c'est de trouver un truc qui convient. Moi, je conseille aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc niveau ce que tu veux emporter, c'est-à-dire tu prends pas une seule marque de gel, tu essayes d'en avoir deux Ok. pour pas te lasser, pour voilà, varier un petit peu. Alors je dis gel, mais ça peut aussi être genre des purées de fruits ou des gommes énergétiques. Hmm. Mais en tout cas, quelque chose qui va être digeste, de préférence quelque chose qui se mâche pas, parce que quand tu es dans un effort constant où tu maintiens une certaine allure, mâcher c'est compliqué. Et en plus, le solide va être plus difficile à digérer que Ouais. le liquide semi-liquide. Donc éviter à tout prix les bars, encore plus les noix de cajou, ou ce genre de trucs, quoi. Voilà. Ok. Non, c'est Est-ce intéressant. que, est-ce- Dis-moi, est-ce que j'ai un peu tout brassé là pour la stratégie Moi, ce que je pendant, ou il y a trouvais, d'autres choses que... moi, ce que je trouvais intéressant déjà que t'expliques, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont pas familiers avec ça ou qui comprennent pas, c'est les boissons isotoniques, hypotoniques, etc. Ouais, carrément. Alors très bien qu'on en parle parce que déjà, tu vois, sur les boissons iso, il y en a beaucoup qui font l'amalgame entre boissons isotoniques et boissons en électrolytes. Ouais. Souvent, tu vois, quand en consul, je dis, bah, tu prends quoi comme boisson iso? Ah, bah, je prends les électrolytes là, machin. Et en fait, ça va pas être la même boisson parce qu'il y en a une qui va t'apporter des glucides et l'autre qui va t'apporter juste des minéraux, genre du Hmm. sodium, du magnésium, etc. Donc tu vas avoir déjà une différence au niveau de l'apport énergétique et donc glucidique. Donc regardez bien que la boisson que vous prenez, enfin si elle vous apporte des glucides ou pas. Elle va Ouais. pas servir pour les mêmes choses. Après, une boisson isotonique, ça va être une boisson qui a la même concentration que le sang en, en électrolytes et en glucides. Donc qui va être relativement mieux assimilée
au niveau intestinal, parce que le sodium et les glucides vont aider à l'assimilation de l'eau au niveau intestinal et à la vidange gastrique aussi. Une boisson qui va être hypertonique, c'est une boisson qui souvent va être très riche en glucides Mhm. et du coup qui va être moins bien vidangée au niveau gastrique, donc qui va stagner un petit peu dans l'estomac, qui peut ballonner et provoquer des troubles digestifs et qui va mettre beaucoup plus de temps à être assimilé. Exemple de boisson hypertonique, genre la Morten 320 là, je crois, où tu as 80 grammes de glucides Ouais. par, euh, par flasque. Alors, je dis pas que ça doit pas être utilisé, mais ça demande un entraînement intestinal important parce que dans certaines circonstances, ça peut être intéressant. Par exemple, tu vois, chez les triathlètes qui à vélo arrivent pas à manger, bah, tu prends une boisson ISO qui est fortement dosée et du coup, tu as ton apport en glucides. Par contre, ça demande quand même de s'entraîner au niveau digestif, tu vois, notamment par le gut training pour réussir à assimiler plus de glucides et puis pas avoir de troubles digestifs. Hmm. Et puis en fonction de la température aussi, ça va varier. Si tu prends une boisson hypertonique alors que il fait hyper chaud, hyper humide et que tu te déshydrates beaucoup, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas moins bien te réhydrater. Et donc, au bout d'un moment, bah, tu peux avoir et des troubles digestifs et une baisse des perfs à cause de ta Ouais. déshydratation, quoi. Ok. Voilà. Et sur la quantité, ça, j'en ai pas parlé, mais sur la quantité, quelle quantité d'eau je dois boire sur un marathon? Bon, moi je dirais que les recommandations hydriques, on devrait tendre vers boire à sa soif. Ça, ce serait un peu la reco pour quelqu'un qui arrive à écouter sa soif. Ce Hmm. n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, j'ai des gens qui vont se taper un ultra de 12 heures et qui boivent 500 millilitres tous les 3 heures. Là, pour moi, ça pose quand même problème parce que au bout d'un moment, tu peux avoir un gros déficit au niveau hydrique. Ouais. Les recommandations globales, ce serait entre 400 et 800 millilitres par heure en fonction des conditions climatiques et de ton degré de transpiration. Quelqu'un qui transpire pas beaucoup, il peut être à 400 millilitres par heure et quelqu'un qui transpire beaucoup, il va être plus proche des 800 millilitres. Hmm. En sachant que après, en fonction de l'effort, c'est bien, enfin ça, t'apprends en te connaissant aussi, mais tu vois, t'as certains sportifs qui boivent quasiment pas parce qu'ils savent que la durée de l'effort, en buvant aussi peu de quantité, ils vont pas se déshydrater assez pour avoir un impact sur les performances. Ouais. Que pareil, c'est pas parce que tu vas perdre 1% de ton poids corporel en eau que tu vas avoir une diminution des performances. Généralement, bon, on dit qu'à partir de 2%, tu commences à avoir une petite diminution des pertes, mais surtout au-delà de 3-4%. Il faut quand même y aller pour avoir 3-4% de déshydratation, quoi. Hmm. Donc, c'est pour ça, sur un marathon, ça dépend en combien de temps tu le cours, mais je pense pas qu'il faut être trop strict au niveau de l'apport hydrique, à dire, bah, je dois consommer 500 millilitres par heure à tout prix, sinon c'est grave. C'est important si tu as basé ta stratégie glucidique sur tes boissons ISO, typiquement. Et que Ouais. du coup, tu sais que pour avoir tes tant de grammes de glucides, il faut que tu consommes tant de millilitres de boissons isotoniques par heure. Hmm. Là, bah, du coup, tu es obligé de t'y tenir un peu. Mais tout ça, c'est des choses enfin, on apprend à se connaître un peu avec le temps, à savoir ce qui marche pour nous, ce qu'on a envie de faire aussi. Donc voilà. Ok. Ouais, non, je pense que t'as fait le tour là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et il y a juste un autre point, je sais pas si. Ou alors sinon, on pourra en reparler après si on parle un peu du gut training. Mais c'était lié, tu sais, un peu aux 90 grammes, où il y a un peu le fait, Ouais. oui, 60 grammes, c'est le max en glucose qui peut absorber le corps, nan, 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 et du coup, il faut mixer avec du fructose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, mais est-ce que tu as des infos ouais, là-dessus? tout à fait. Tout à fait. Quand on se rapproche des 90 grammes de glucides par heure, même au-delà de 60 grammes de glucides par heure, en fait, dans les glucides, il y a différents types de glucides. Ouais, Principalement, ceux qu'on va retrouver dans les produits de l'effort, ça va être glucose, maltodextrine, fructose. Principalement, ça va être ça. ouais. Le glucose, en gros, on peut en oxyder que 1 gramme par minute à peu près, ce qui correspond à 60 grammes par heure. Et le fructose, ça va être 30 grammes par heure. Donc, si on réfléchit un peu et qu'on se dit, bah, moi, j'ai une stratégie sur mon marathon à 90 grammes de glucides par heure parce que je veux le courir en 2h45, donc l'intensité, elle va être élevée, je ne veux pas baser toute ma stratégie nutritionnelle sur des produits qui vont contenir que du glucose. Sinon, au bout d'un moment, bah, il va se passer ce qui va se passer, c'est que tu n'es pas en mesure d'utiliser tout ce que tu vas consommer, donc ça va provoquer des troubles digestifs. Et en plus, tu vas avoir moins de glucides à disposition. Hmm. Donc, c'est bien de coupler les différents glucides. Alors, en général, on parle d'un ratio de 2 pour 1 ou de 1 pour 0,8. En général, on fixe les 60 grammes de glucides et après, de glucose, pardon.
60 grammes de glucose et en fonction des besoins en glucides totaux, bah, on va rajouter du fructose. Ah, C'est ok. un peu ça dans les recos. Donc du coup, le ratio il va être différent en fonction de si tu es à 80 grammes de glucides ou plutôt aux alentours de 100, 120. Parce Hmm. que chez certains athlètes, notamment sur marathon, les meilleurs marathoniens au monde, t'en as certains qui consomment 120 grammes de glucides par heure. Ouais. Ou du coup, ils courent le truc en 2 heures, mais voilà, ils sont à 120 grammes, quoi. Donc 120 grammes, c'est encore plus compliqué pour réussir à le combler. Et bah, avec l'entraînement intestinal, justement, ce fameux gut training, on va pouvoir réussir à assimiler davantage de glucides parce que le gut training va nous aider à créer plus de transporteurs de glucides au niveau intestinal, ce qui est quand même assez cool. Ouais. Et autre chose qui va aider à faire ça, c'est l'entraînement. Les athlètes entraînés vont être en mesure d'oxyder plus de glucides et de stocker aussi plus de glycogène parce qu'ils ont plus de récepteurs de glucides au niveau musculaire. Ok. Donc, déjà, l'entraînement va vous permettre d'avoir moins de troubles digestifs parce que vous allez pouvoir utiliser plus de glucides. Et on le voit, hein, les troubles digestifs, ça concerne souvent soit les jeunes sportifs, soit les athlètes peu entraînés, soit les femmes. Mais pourquoi les femmes? J'ai pas de réponse à cette question. J'avoue que je suis pas sûre que ça ait été élucidé comme truc, ça. Mais les femmes sont plus sujettes que les hommes. Et je sais plus à quoi je voulais en venir. Tu, Gut training. tu parlais. Attends. Je vais dire autre chose. Non, non, je vais me retrouver. Mais ah oui, aussi autre chose que je voulais dire sur le training, justement, c'est que faut s'y prendre assez de temps à l'avance parce que ça met plusieurs semaines pour réussir à créer ces fameux transporteurs-là. Et après, tu peux les perdre aussi si tu l'entraînes pas sur le long terme. Ok. Bah, typiquement, tout à l'heure, j'avais une consulte avec un sportif là, donc je l'ai préparé pour la Diagonale des Fous. Ça s'est très bien passé. Pendant, pendant quelques mois, 3 4 mois là, avant la course, on a fait un gros travail sur le gut training, etc., pour qu'il réussisse à assimiler ce qu'il faut au niveau hydrique et glucidique. Après la diagonale, il a coupé pendant 3 mois, il a repris l'entraînement, il a fait une sortie longue là cette semaine et il m'a dit Ouah, j'avais trop mal au ventre, trouble digestif, je suis rentré, j'avais la diarrhée et tout, j'étais pas bien. Et en fait, bah, l'entraînement intestinal, ça se travaille et puis après, ça se perd aussi, quoi, parce que Ouais, ok. tu perds des transporteurs de glucides, pour faire simple. Ok. Ouais, c'est comme l'entraînement au final. J'allais dire exactement la même chose, ouais. Voilà. C'est comme tes mitochondries, comme tes fibres musculaires. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ce serait beau hein, si on pouvait s'entraîner une bonne fois pour toutes. Après, la question c'est est-ce qu'il y a un peu le même système, tu sais, de mémoire? Un peu en mode ça revient plus vite si tu perds. Je sais pas s'il y a des infos là-dessus en vrai. C'est assez précis comme Je sujet. sais pas. Bonne question, mais ce serait pas illogique. Ouais, je sais pas. C'est. Je suis pas assez sûre de moi pour l'affirmer, mais je pense quand même. Ouais, ouais. Enfin, moi, ça m'étonnerait pas, mais après, ouais, c'est assez précis, quoi. Donc, je sais même pas s'il y a des Ouais. trucs là-dessus. Ok. Donc là, on a la stratégie, justement, durant l'effort. Et imaginons, il a fait une perf incroyable et il a fait, je sais pas. Bon, je sais pas, toi, ce que tu considères comme perf incroyable, ça dépend des gens, mais pour moi, Ça en dépend dessous de de chacun, trois hein. heures trente déjà, ça commence à être solide, je trouve. Bah ouais, ça dépend de chacun, hein. Ouais, c'est Si ça. moi demain je fais 3 heures au marathon, pour moi c'est incroyable, hein. Ouais, Mais ça va pas l'être pour tout le monde, quoi. ouais, Donc, c'est ça. Et du du coup, coup, tu fais ta perf incroyable. ouais, tu fais ta perf incroyable et là, bah, t'es tout cuit et t'as envie de récupérer. Tu fais comment du coup? C'est quoi la stratégie que tu donnes? Alors franchement, je vais donner des conseils, mais on est tous les mêmes. On va finir la course. Déjà, on n'arrivera pas tous à bouffer, et ça, c'est normal. Hein. Tu vois, personnellement, après une course de longue distance, alors plus c'est long, plus ça va être le cas, mais je peux pas manger pendant plusieurs heures. Ok. Après mon premier marathon, j'ai fini à midi, genre. J'arrivais pas à manger jusque 21 heures. À 21 heures, je me suis forcée à manger un truc et j'ai tout vomi, quoi. Ah ouais. Que tu vas avoir bah déjà tu vas avoir le phénomène d'ischémie intestinale. Donc pendant l'effort, le tube digestif va être privé d'oxygène parce que le flux sanguin va être redirigé vers les muscles pour assurer l'apport en oxygène et en nutriments aux muscles. Mhm. Donc ça peut rester encore plusieurs. En général, plus c'est long, plus après l'effort, ça met du temps à se reperfuser. Ok. Et donc, tu peux avoir ce truc-là où t'as pas trop faim, l'heure, voire les 2 heures qui suivent l'effort. Et en plus de ça, bah, tu as la sécrétion de certaines molécules qui vont couper la faim. Ouais. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, déjà, tu as des personnes qui n'arrivent pas à bouffer après. Donc, chez ces gens-là, moi, je vais conseiller plutôt du liquide. Mhm. Donc, le verre de coca à la table de ravitaillement, ça peut faire l'affaire. Voilà, sinon, une boisson de récupération qui contient des glucides. Et puis après.
Bon, globalement, les objectifs principaux, ça va être simple, hein. Ça va être de restaurer tes réserves en glycogène, limiter le catabolisme musculaire et te réhydrater. Ok. Ça, c'est la théorie dans le meilleur des mondes. Dans la pratique, bah, un sportif, quand il finit son objectif, il s'en fout un peu de sa nutrition après, quoi. Il a envie de décompresser. Ouais. Et je comprends. Et ça a sa place aussi, je trouve, dans la stratégie nutritionnelle. C'est hyper important pour le moral. Petite astuce, la pizza, moi, je trouve que c'est pas mal en récup. Parce qu'au final, si tu te prends pas une pizza, genre tartiflette, full fromage et tout, bah, c'est des glucides, c'est des protéines, t'as un petit peu de légumes dessus. Je trouve pas que c'est déconnant comme repas de récup, quoi. Et j'en connais même des très bons marathoniens qui mangent ça à la veille de leur marathon. Ah ouais. Et c'est leur petit Après, c'est rituel, après, tu c'est vois, ton la domaine, pizza. toi, les pizzas, hein. Oui, c'est vrai, j'avoue. On est vendredi d'ailleurs. Le vendredi, c'est pizza. Ah, Mais tu vois, je trouve que la pizza, c'est pas déconnant comme truc de récup. Donc voilà, principalement, ça va être d'avoir des glucides pour restaurer les réserves en glycogène, à savoir que plus tôt après un effort, on consomme des glucides, plus tôt on restaure les réserves en glycogène parce que le muscle il a une sensibilité accrue à l'insuline après l'effort, ouais. donc on va stocker plus. Contrairement aux protéines, où j'ai envie de dire, on peut se lâcher un peu du lest. Pareil, j'en parle souvent en ce moment, mais cette fameuse fenêtre anabolique au niveau des protéines, où on Hmm. pensait qu'il fallait consommer des protéines dans les 30 minutes à 2 heures après l'effort, on s'est rendu compte que cette fenêtre, elle durait plutôt 24 à 48 heures que 1 heure, quoi. Donc, on peut y aller, enfin, on peut être assez large. Le tout, c'est de réussir à avoir assez de protéines sur la journée. Ouais. Euh, Par contre, voilà, quand on va faire une compétition qui va être un peu longue, donc là, on parle du marathon, mais peu importe, ça va être encore plus significatif si l'effort il est plus long, genre triathlon longue distance ou trail, ultra trail, etc. Sur la journée, tu ne peux pas couvrir tes apports, enfin, tu ne peux pas couvrir ce que tu vas dépenser. Tu vois, je te Hmm. donne l'exemple. Bah, typiquement, j'avais fait l'exercice là sur un de mes trails l'année dernière. J'avais couru 16 heures. La journée-là, j'avais claqué 8000 calories, tu vois. Donc 8000 calories, tu ne les restaures pas en une journée. Ouais. Donc en fait, faut accepter aussi de manger plus les jours après, même si on s'entraîne pas. L'alimentation, c'est l'équilibre alimentaire, c'est jamais d'un jour à l'autre. Genre un jour, je dépense tant, je mange tant, et un autre jour, justement, je me dépense pas, donc je mange pas. Non. Après un événement d'endurance comme ça, tu vas avoir beaucoup plus faim les jours qui vont suivre, donc c'est le moment de restaurer les réserves en énergie Ouais. et puis euh, et puis de manger plus pour couvrir les dépenses que tu as eues, quoi, tout simplement. Ok. Ouais, ça paraît Et logique. souvent, on a plus faim la semaine après la course que le jour même de la course, quoi, qui suit. Hmm. Ok. Je sais pas, j'ai jamais fait de marathon, mais c'est possible. Ouais, je te l'affirme, Non, ouais, ça m'étonne je pas. pense que tes auditeurs sont d'accord. Ça m'étonne pas. En plus, j'ai un pote, il a fait un marathon. Bah, je l'ai accompagné il y a pas longtemps. Et lui, par contre, il a réussi à manger juste après, hein. Dis-toi qu'il est allé à BK. Il a pris un menu Ouais, il y en d'une a, taille. t'en as des gens comme ça, je te jure, hein, je comprends pas. Mais je connais ces gens, tout à fait. Ouais, non, mais. Non, en vrai, tu vois, c'est fou. Genre le nombre de profils qu'il y a. Parce que lui, tu vois, je l'ai aidé. Et lui, il était plutôt du style à être assez sensible niveau digestion. Mais par contre, au niveau de la faim, il y avait vraiment mais zéro souci après les courses, tu vois. Genre, c'est fou. Bah, tant mieux, au moins t'as pas de problème, quoi. Moi, en fait, moi, j'ai envie d'avoir faim après une course, mais j'arrive pas. Ça, c'est ça qui est chiant. Ouais. T'as envie de te défoncer un bon truc pour te faire plaisir, et puis t'arrives pas tout le temps. Il y a tous tes potes qui t'invitent quelque part. Au final, tu prends rien. Ouais, c'est ça. Ça. Ok. Et justement, là, on parle un petit peu du côté personnalisation. Je voulais revenir un peu, ce qu'on en a déjà un petit peu discuté, tu en as déjà parlé. Mais tu vois, tu as plein de personnes différentes en suivi, tu as des niveaux différents, tu as des âges différents, tu as aussi des femmes, des hommes, et tu as aussi des événements différents. Donc, par exemple, il y en a, c'est plutôt dans des environnements chauds, d'autres des environnements très froids, altitude aussi. Et est-ce que, avec ces paramètres-là, généralement, enfin, est-ce que tu as des règles générales de choses que tu prends en compte et comment ça impacte? Enfin, est-ce que tu pourrais nous dire des choses là-dessus ou pas? En fonction du contexte où tu vas pratiquer Ouais, ton effort, ouais, ouais, bah, alors, je parlais un petit peu là tout à l'heure tu vois, des conditions météo, genre il fait plus chaud, ouais, tu vas chercher à avoir une boisson qui est plutôt hypotonique pour limiter la déshydratation.
Tu vas t'entraîner en altitude ou tu fais une course en altitude. L'altitude, ça te fait subir, enfin, ça fait subir un stress à ton organisme et en réponse à ce stress, bah, ton corps il va se déshydrater plus vite et en plus l'air est plus sec donc tu te déshydrates aussi plus vite et tu vas consommer plus de glucides. Hmm. En gros, tu stresses, tu consommes plus de glucides parce que ça aborde de l'énergie plus rapidement. Donc, tu vois, pour les athlètes qui vont faire une course en montagne où l'altitude elle est relativement élevée, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner en montagne toute Ouais. l'année, parce que tu vois, tu as certaines courses, généralement, quand tu fais un trail en montagne, c'est jamais très haut, tu vois, ça va peut-être jusque 3000 en moyenne, alors c'est déjà haut, mais tu as certaines personnes qui vont être plus ou moins sensibles à l'altitude. Donc, ce serait d'augmenter tes apports en glucides, mais même pas forcément sur l'effort, mais autour de l'effort, surtout si tu restes un moment en altitude. Hmm. Quand tu as des sportifs qui vont faire des stages en altitude, alors ça se fait plus trop les stages où tu restes longtemps en altitude. Il y a plutôt différentes stratégies où genre ça peut être des chambres, des tentes hypoxiques ou ce genre de trucs. Ouais. Mais, tu vois, dans certaines fédérations, ils leur font une prise de sang avant de partir. Si ton fer il est pas bon, tu pars pas. Si t'es pas en forme, tu pars pas parce que les adaptations métaboliques vont pas se faire. Et puis une fois que tu es sur place, par contre, il faut augmenter ton apport en glucides, augmenter ton apport hydrique, augmenter ton apport en antioxydants aussi parce que le stress oxydatif enfin du moins la production de radicaux libres va être plus importante. Ouais. Donc voilà pour l'altitude, ça va être ça principalement, ça va être d'augmenter les glucides, l'hydrate et peut-être les antioxydants. Ok. En milieu froid, alors, est-ce qu'on dépense plus d'énergie quand il fait froid? Sur l'instant T, pendant l'effort, il me semble que oui. Lisser sur la journée, c'est pas très significatif. Hmm. Par contre, quand il fait froid, tu as peut-être plus de mal à t'alimenter, à t'hydrater. Donc, il faudra peut-être faire plus un focus là-dessus et puis choisir bien les aliments que tu vas consommer. Parce que tu vois, si tu fais une sortie longue l'hiver et que tu prends une barre céréalière et que ta barre elle est toute dure, tu n'arriveras pas à la manger, quoi. Donc, plutôt des choses qui vont bien résister aux températures. Ouais. Tu vois, pareil, genre, chaque année, là, il y a la Saint-Élion, il fait toujours froid, tes flasques, elles gèlent et tout. Bah, il faut essayer de faire en sorte de garder tes flasques au chaud, à la limite d'avoir ton sac d'hydrate, puis au-dessus, d'avoir une veste qui va garder la température. Autre astuce, ça va être de garder un peu la boisson en bouche pour pouvoir augmenter un peu la température, parce qu'une boisson trop froide, ça peut augmenter le risque de troubles digestifs. Hmm. Ça sort moins vite de l'estomac, donc ça peut ballonner. Voilà, globalement. Ouais, c'est... Non, mais c'est intéressant. Comme quoi, Ouais. il y Et puis a... faire attention aussi à pas consommer que de l'eau. Alors qu'il fasse chaud, froid ou pas, mais surtout quand il fait chaud. Quand il fait chaud, tu vas beaucoup te déshydrater, perdre aussi pas mal d'électrolytes. Et t'as beaucoup de sportifs qui boivent que de l'eau parce qu'ils n'ont pas envie de boire des boissons iso ou des boissons riches en Mhm. électrolytes, etc. Et sur des efforts longs, quand je dis long, ça va être au-dessus de 6 heures, bah, il peut y avoir un risque d'hyponatrémie, donc c'est un déficit en sodium dans le sang, Ouais. qui est souvent dû à une surconsommation d'eau, et qui va diluer le milieu sanguin, ou à une consommation exclusive d'eau. Donc en gros, je vais consommer que de l'eau, mais je vais pas combler les pertes en sodium que j'ai dans la sueur. Et donc bah, ma concentration en sodium dans le sang, elle diminue. Et ça peut avoir des lourdes conséquences, Ouais. nausées, vomissements, troubles cognitifs. Et c'est con, hein, c'est les mêmes symptômes que la déshydratation. Donc souvent, le réflexe des sportifs, c'est ah bah tiens, je suis désorienté, j'ai la nausée et tout, ça veut dire que je suis déshydraté, donc je vais boire encore plus. Et du coup, ça aggrave le symptôme. Et c'est pour ça que souvent, quand il y a des malaises sur les courses, les médecins, ils réhydratent pas toujours, ou du moins pas tout de suite, parce que ça peut aggraver le truc. Il y a déjà eu des cas où il y a eu des malaises qui ont été encore aggravés, ou ça a été plus grave, parce que en fait, faut vraiment être sûr que c'est une déshydrate et pas une hyponatrémie, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça peut faire des dégâts au cerveau irréversibles et tout, ça. C'est chaud en vrai, hein. Ouais, bah ouais, œdème cérébral, Ouais. et puis dans certains cas, la mort, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. c'est rare. Et puis, l'hyponatrémie symptomatique, ça reste rare, mais c'est pas. Ça existe quand même, quoi. Donc, c'est bien d'en parler et d'en être conscient. Ouais, mais c'est aussi un truc qui est assez courant en sport de combat, justement. Tu sais, avec les Ah bah oui, tu réhydratations et m'étonnes. tout. Avec les manipulations hydriques, ouais, Ouais, c'est complètement. un truc de ouf. Non, mais c'est intéressant d'en parler aussi, ouais. Ça montre les Mm. coulisses. C'est pas toujours beau le sport. Ouais, non, clairement. Et du coup, non, je trouvais ça intéressant de parler de ça. Et je voulais revenir aussi
sur un truc par rapport au sexe. Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui t'ont déjà posé la question, donc c'est pour ça que je te pose la question. Mais tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu ça, en mode les femmes ont un profil plus oxydatif des lipides et les hommes plus des glucides. Et du coup, Ouais. si quelqu'un te pose cette question, tu lui dis quoi concrètement? Et bah, les femmes ont tendance à, tu vois, pour une même intensité, à oxyder plus de lipides que de glucides que les hommes. Ouais, Ça, c'est vrai. Pour autant, est-ce qu'il faut dresser des recommandations différentes en termes d'apport en glucides? Non, je pense pas. C'est juste que je pense que les femmes vont être plus endurantes. Je dis pas plus performantes dans les sports d'endurance, mais peut-être mieux gérer l'endurance. ok, Là où les hommes, tu vois, les hommes ont souvent une, une force musculaire plus importante quand tu reviens au poids, euh, et puis, euh, et puis une VO2 max plus importante. Donc ils vont être plus forts à l'instant T dans des efforts plus explosifs ou de force ou quoi. Et alors ça, c'est complètement observationnel et c'est pas du tout une analyse scientifique ce que je vais te dire là, mais je le vois quand même sur les courses d'endurance que j'ai quand même l'impression que les femmes sont mieux sur la fin de course que les hommes, tu vois. ok, Moi, je me rends souvent compte que, tu vois, quand je regarde un peu le classement et tout, que c'est souvent des hommes que je rattrape à la fin et qui craquent que des femmes. J'ai l'impression que les femmes arrivent un peu mieux à se gérer sur l'endurance. Alors, est-ce que c'est mental ou c'est vraiment physiologique parce qu'on utilise mieux nos réserves en énergie? Je pense que c'est un peu des deux. Mais ça, je le constate souvent dans les sports d'endurance. ok, ça c'est intéressant. Et je pense qu'on est aussi moins, alors, je dirais pas bête, c'est pas le mot, mais moins. Les mecs, vous allez être plus je fonce et je vois, tu vois. Ok, Et du ouais. coup, je craque un peu plus vite aussi. Nous, on est un peu plus sur la réserve, on a moins confiance en nous, donc on se gère un peu mieux dans l'effort aussi. Voilà, ça, c'est à la limite de la psychologie, Non, mais c'est mais je intéressant. l'observe quand même de pas Ouais, mal. tu veux dire plutôt une gestion de l'effort par rapport à nos capacités qui est différente durant l'effort et du coup qui impacte notre état à la fin, un petit peu. Ouais, ouais, bah alors pour le voir sur les courses et même discuter avec des gens, moi dans mon entourage, c'est pas des filles qui me disent oh vas-y, moi je pars à bloc et puis je verrai quand je pète quoi. Ça n'arrive pas chez les filles. C'est les garçons qui font ça. Je généralise pas évidemment, mais je trouve que c'est quand même plus corrélé aux gars quoi. Ok. Non, mais c'est une anecdote qui est drôle, mais qui est. Ouais. Ça se trouve, Ouais, il y a des trucs sur ça, hein, des études de psycho et tout. ouais, mais tu sais, moi j'observe vachement. T'as le temps hein, sur des courses de 10-15 heures d'observer ce qui se passe autour de toi, hein. Ouais, Et du coup, moi je me suis fait cette réflexion-là. ok. C'est ta réflexion du jour. Ouais. Exactement. Pour en revenir à ta question initiale, on a aussi plus de réserves de graisse aussi les femmes. Ouais. Voilà, on a une masse grasse plus élevée, ce qui est normal. Donc le corps va aussi favoriser un petit peu plus ça, quoi. Hmm, Même si ça reste l'entraînement, si tu veux augmenter ton utilisation des graisses, entraîne-toi, quoi. ok. Et justement, j'avais une C'est le question par meilleur rapport à conseil. ça. Ouais. C'était. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui te l'ont déjà demandé et peut-être qu'il y a des personnes que tu suives, ils font ça. Mais c'est plutôt les aliments riches en lipides. Aliments riches. Les alimentations riches en lipides plutôt. On va dire pour adapter ton corps avec l'oxydation des lipides parce que les marathons c'est faible intensité, enfin pas forcément faible intensité mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup ils sont plutôt en mode non mais il faut que je consomme plutôt beaucoup de lipides plutôt que beaucoup de glucides. T'en penses quoi toi de ce type d'alimentation? Eh ben écoute, en 2024, j'ai fait un gros travail d'analyse là-dessus. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le régime cétogène et les performances. Je l'ai fait il y a à peu près, il y a moins d'un an, mais elle est J'ai cru dispo que sur je l'avais ma pas chaîne. vu passer, ouais. Ouais, il me semble. Ça me dit un truc en Puis, tout cas. ça dure une grosse demi-heure et franchement, j'analyse tout ce qui se passe dans la littérature scientifique. Et là, fin 2024, je crois en novembre, ouais, je crois en novembre, il y a un papier de la Société internationale de nutrition sportive qui justement s'est positionné sur le régime cétogène et c'est Ok. la première fois qu'il se positionne là-dessus. Et ça va dans le sens de l'analyse que j'en ai faite, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas prouvé que ça augmente les performances en endurance. Euh, pour faire simple, pour ceux qui n'ont pas envie de se taper 30 minutes d'analyse scientifique, en gros, en suivant un régime cétogène, donc qui va être principalement basé sur des graisses et pas sur des glucides, bah, tu vas habituer ton corps à, à avoir un autre mode de fonctionnement, hein, tout Ouais. simplement. Euh, et
Ça va augmenter peut-être l'utilisation des lipides sur un effort à la même intensité que si tu avais une alimentation principalement glucidique. Mhm. Par contre, ça ne se traduit pas par des meilleurs résultats sur la performance. Ok. Donc, c'est quand même bête parce que le but de faire ça, c'est quand même peut-être, in fine, de mieux gérer ton énergie et du coup une- d'avoir un retard dans ta fatigue et du coup des meilleures performances. Mais ça ne se traduit pas par des meilleures performances. Et en plus de ça, on a des résultats très hétérogènes, c'est-à-dire que tu as certains athlètes qui vont très bien le supporter, Ok. voire même qui vont très bien adhérer et ils vont avoir de très bons résultats. Et tu en as d'autres où ça va être la catastrophe et ça va vraiment nettement baisser les performances et ils vont pas le supporter parce qu'on n'est pas tous aptes à passer sur une cétose. Ouais. On le gère pas tous pareil. T'en as même, s'il y a même un aspect génétique où il y a un gène en cause ou et il me semble que c'est Clément qui avait dit ça sur les Inuits, où les Inuits, ils n'ont pas le gène pour passer en cétose. Hmm. On va vérifier l'info, mais je crois C'est que c'est ça. possible. Voilà. Et du coup, tu vois, ça dit quand même qu'il y a certaines personnes qui sont pas physiologiquement armées pour pouvoir supporter ces régimes-là. En plus de ça, c'est hyper contraignant parce qu'il suffit pas de bouffer des compotes à base de beurre de cacahuète comme beaucoup de marques t'en vendent sur tes courses pour pouvoir passer sur ce mécanisme de cétose-là. Non, c'est un truc qui est hyper strict à suivre au quotidien. Ouais, ouais. Ça met des semaines à faire en sorte que ton corps s'adapte et pendant ces quelques semaines-là, Tu tu as ce douilles. qu'on appelle une grippe cétogène où voilà, tu as des gros symptômes très compliqués. Et si maintenant, ça fait, je sais pas, 2 mois que tu es en régime cétogène et que tu as tes potes qui te proposent de manger une pizza le vendredi soir, et ben, tu vas défoncer toutes tes adaptations que tu as eues, quoi. Donc, tu vois, tu n'as même pas le droit à l'écart. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper contraignant pour un truc qui n'a pas montré ses preuves au niveau de la performance. Enfin, je trouve que c'est beaucoup de risques. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais tu vois, on en revient un peu à ce que je disais au début, où on cherche toujours le énième truc Ouais. magique qui va faire la différence. Alors qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup pratiqué, le régime cétogène, dans le sport de haut niveau, dans l'endurance, mais aujourd'hui, on revient plus à un truc glucidique, hein, Hmm. parce que ça, c'est quand même bien documenté sur la performance, malgré ce qu'on peut dire, et malgré que les gens détestent les glucides pour je ne sais quelle raison. Voilà. Ok, non mais je trouvais ça intéressant d'en parler parce que, enfin, même tu vois, s'il y a des personnes qui font tout le temps une diète cétogène et en mode c'est une habitude, bon ok, libre à eux. Mais il y a aussi des personnes, je sais, qui sont prêtes à faire ça juste pour la course, tu vois. Donc, Ouais, ouais, moi je trouve que c'est risqué. Alors, on a des assez bons résultats sur le poids, tu vois, sur ouais, la répartition masse grasse, masse musculaire, etc. Pour la perte de poids, il semblerait que c'est un petit avantage, pas forcément plus qu'un déficit énergétique, hein, globalement. Maintenant, sur les perfs, ouais, moi je trouve ça risqué. C'est pas genre de truc que je vais conseiller. Je trouve qu'il y a plus de risques que de potentiels bénéfices, quoi. ouais, ok, ok, ok. Bah écoute, je voulais terminer par une dernière question. Un top 3 parce que c'est toujours mes questions finales, je trouve ça mieux. Et du coup, c'était une question plutôt, imaginons là, on a un amateur qui commence, je sais pas, du triathlon ou des sports d'endurance. Ça serait quoi tes trois conseils nutritionnels essentiels pour progresser et performer, on va dire, je dirais pas sans risque, mais du moins en limitant le risque pour la santé, etc. Ouais, alors le premier, et on l'a beaucoup cité dans cet épisode, je dirais que c'est de manger assez en énergie. Ouais, Voilà. Le deuxième conseil, je dirais que ce serait peut-être de pas écouter tout ce que les gens vont dire. Parce que tu sais, aujourd'hui, tu vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux, hein, des gens qui se moquent, par exemple, de telle personne qui va prendre un gilet d'hydratation pour courir 10 kilomètres, etc. Tu vois, on n'est pas, chaque personne est différente, donc il faut vraiment faire par rapport à soi. ouais, Le troisième conseil, je dirais que ce serait quand même d'augmenter l'apport en glucides. ok. Ouais, dans les sports d'endurance, on a beau dire ce qu'on veut, à moins d'être adapté à la cétose, tu as besoin de plus de glucides. Ouais. Non, mais je pense que c'est un bon top 3 mais Et honnêtement, si tu fais ça, si tu arrives à augmenter tes apports caloriques pour couvrir tes dépenses, ouais, que tu augmentes tes apports en glucides, déjà, si tu fais les deux trucs-là, bah, tu vas pouvoir t'entraîner, bien récupérer et donc mieux progresser sans te blesser. C'est la base de l'entraînement, j'ai envie de dire.
Et si en plus de ça, t'écoutes pas les conseils savants de ceux qui savent pas grand-chose, tu iras loin et tu feras ce qui marche pour toi. Ouais, c'est une belle fin ça. Et avant de se quitter, tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver justement et notamment ton analyse de 30 minutes pour les intéresser. Enfin, globalement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, alors principalement sur Instagram, nouchka.diet, Ouais, je mettrai en Nouchka.diet. description. Tout. Ouais. Sur YouTube, il me semble que c'est la même chose, c'est Nouchka Diet. Donc c'est là-dessus que vous pouvez retrouver mes vidéos YouTube. Sur mon site internet fourchettebasket.fr. Et c'est déjà pas mal. Je pense que c'est bien. Et question bonus, c'est pourquoi fourchette basket? Parce que je m'étais questionnée un peu sur, voilà, sur le site, il y a mes formations, il y a mes e-books, voilà. Alors fourchette basket parce que fourchette pour le côté alimentation et basket pour le côté surtout course à pied et puis sport d'endurance en général, mais sport tout court même. Voilà. Ok, Donc c'est un, c'est un autre nom pour parler de nutrition sportive, je dirais. ok. Non, mais d'accord. C'était juste par curiosité. Pour voir s'il y avait vraiment une anecdote de fou derrière ou pas, ou Pas c'était... du tout. Ok. J'ai essayé de trouver un nom stylé qui était dispo, qui était pas protégé, et voilà, je trouvais que ça c'était bien. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes les questions, d'avoir pris le temps. Et je mettrai tous les liens pour te retrouver en description. Donc merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir le contenu de Nouchka, elle en fait plein quand même, faut dire. Enfin, tu es très généreuse en tout cas. Donc, J'essaye. mais voilà, bah Merci en merci tout cas. encore et on se dit à la prochaine. Yes, à plus, merci beaucoup.